Bagarreur, bagarreuse, bonsoir, bienvenue à la bagarre. Ce soir, on reçoit, je dirais pas un pionnier, je dirais même un chercheur du MMA. Rendez-vous compte, il a commencé les arts martiaux, alors que certains d'entre vous, là derrière la caméra, n'étaient même pas nés, les gars. Il était à la recherche de la voie martiale et de la vérité dans la voie martiale. Alors, première question, Mathieu, est-ce que tu as trouvé cette vérité dans ta voie martiale du sport le plus efficace? Si je peux compléter, Mathieu Nicourt. Mathieu Nicourt, qui ne connaît pas Mathieu Nicourt? Ceux qui n'étaient pas nés. Alors oui, j'ai trouvé ma vérité, mais moi c'est vraiment comme ça que le MMA je l'ai vu. Parce que quand j'étais jeune, le MMA n'existait pas, la discipline n'existait pas. Et effectivement, alors, bravo pour le travail de recherche. Moi je l'ai vécu comme ça, comme un pratiquant d'arts martiaux qui cherchait la vérité, qui cherchait la voie de l'efficacité. Après, je crois que c'est dans mon esprit, en tout cas, n'importe quel pratiquant de sport de combat et arts martiaux doit avoir ça au moins dans un coin de sa tête. Et c'est vrai que j'avais commencé par des arts martiaux traditionnels, karaté, jiu-jitsu, mais jiu-jitsu traditionnel. Oui, pas le brésilien. Évidemment, n'existait pas. Enfin, en tout cas, N'était pas connu en France. Et on ne savait pas que ça existait. Et donc, il y avait cette idée d'être efficace en situation réelle, quelle technique fonctionne en situation réelle. Et il y avait beaucoup ce discours à cette époque-là, dans les arts martiaux traditionnels, de nous, on a des techniques qui sont trop efficaces. Donc, elles sont interdites dans les sports de combat. Et puis, ça c'était ce qu'on entendait. Et puis, à un moment donné, il y a eu, on a entendu parler des premiers UFC. Et là, il y avait les techniques trop efficaces, elles étaient autorisées, en fait. Moi, je me suis dit, let's go. Voilà, on ne pouvait pas avant, là, c'est l'occasion de voir. Et pour moi, c'était ça le test ultime, parce qu'il y avait un système de compétition qui se voulait réaliste, mais qui n'était pas vraiment. Ouais. Mais nous, on avait grandi un peu dans cette illusion-là, des anciens arts martiaux, et du coup, quand j'ai vu les premières VHS, je sais à chaque fois je parle de mes VHS, parce qu'à l'époque, c'était VHS. C'était dans les caméscopes. Voilà. Magnétoscope. Et c'était le seul moyen de voir des combats. Et quand j'ai vu les images du premier UFC avec Royce qui jetait dans les jambes des gars, qui passait la croix, la montée, etc., je me suis dit, mais là, les coups qui tuent, tout ça, l'impression que ça va l'arrêter, le mec. Je voyais bien les mecs qui essayaient. Nous, on nous avait dit, voilà, tu fais pas ça, t'exposes ta nuque, on faisait tac, 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 t'es mort. Et là, je voyais des fois des gars qui se prenaient des coups comme ça derrière la nuque et qui continuaient quand même. Je me dis, c'est pas si évident que ça, en fait. C'est pas en un coup que... Même les points vitaux, même les coups soi-disant mortels, c'est pas si simple. Et donc, du coup, c'était une remise en question. Puis, mis à part ça, évidemment, personne pensait qu'un lutteur pouvait battre un boxeur, par exemple. Oui. Et ça a montré la prépondérance des sports de préhension, auxquels peu de gens s'intéressaient à l'époque. On a découvert le travail au sol aussi, grâce au Gracie. Et ça a été une découverte. Et moi, dans ma quête d'efficacité, de savoir quelle technique est la plus efficace, c'était ça, quoi. C'était le rêve pour moi. Et je me suis dit, par contre, tout ce que j'ai fait avant n'a pas de valeur si je ne vais pas là-dedans. Puisque mon but, c'est de savoir si je suis le plus efficace, il faut que j'aille là-dedans maintenant. Voilà. Et donc, c'est ce que tu as fait. Voilà. Tu as eu d'ailleurs 2 ceintures en Angleterre, des champions d'Europe. De toute façon, c'était les seuls qui disaient ça à l'époque. Ouais, c'était le Night of the Samurai, c'était Lee Asdell, qui était un des pionniers en Angleterre, combattait à la Rings, qui était une organisation avec le l'hybride wrestling Pancras, que les Japonais avaient mis en place. C'était les organisations qui existaient en parallèle de l'UFC aux États-Unis, l'IFC, etc. Et lui a voulu créer, il a appelé ça, alors lui, on appelait ça Vale Tudo. D'accord. Oui, l'appellation brésilienne. Je pense que le mot MMA n'existait pas encore au moment où j'ai commencé. Vale Tudo, ça veut dire, tous les coups sont permis. En somme modo, sont traduits. Pour le coup, on a un spécialiste du portugais. Mais voilà, c'était un peu... à ces époques-là, il n'y avait pas une appellation... ça variait un peu, on parlait de free fight. Aux Pays-Bas, qui avait développé pas mal, c'est un peu le terme utilisé, qui a beaucoup été utilisé en France. Vale Tudo, c'était l'appellation des Brésiliens.
Voilà. Et l'appellation MMA qui a unifié un peu tout le monde est venue un peu plus tard. Et derrière, tu vas au Canada, combattre justement dans cette fameuse organisation canadienne IFC, qui est quand même une grosse saga, où tu n'as pas une époque des Européens, et tu rentres. Ouais. Alors le Night of the Samurai en Angleterre avec les Hazel, c'était la seule organisation où le Cage Warrior n'existait pas à l'époque. Oui, bien sûr. Je crois que c'est la première organisation pro en Angleterre. J'en ai fait 3. J'en ai fait un peu le tour. En fait, je me dis, je veux voir, je vais essayer de faire plus, d'aller plus loin. Oui. Il y avait déjà Internet à ce moment-là, c'est la période intermédiaire. Et donc, j'ai été prendre des contacts. Et il y avait l'IFC qui était, je pense que c'était la deuxième plus grosse après l'UFC à cette époque-là, parce que l'UFC était même en chute libre, parce qu'il y avait beaucoup d'États qui l'interdisaient aux États-Unis. Oui, tout à fait. Ouais. C'était avant les règles unifiées, avant qu'on redore le blason de l'UFC. Et l'IFC, c'était vraiment l'organisation qui se maintenait, parce qu'ils étaient américains, mais ils organisaient les promoteurs. Il y en avait un américain et l'autre qui était canadien. D'accord. Et donc, du coup, pendant qu'il y a eu toute une période où c'était très compliqué aux États-Unis, beaucoup d'États ne voulaient plus entendre parler du sport. Et le Canada, ça leur donnait une soupape ça leur donnait un souffle qui leur a permis de continuer à avoir du pay-per-view alors que l'UFC n'en avait plus. D'accord. Donc, c'est vraiment une grosse organisation. Et donc, j'ai fait le tournoi des poids légers de l'IFC. C'est pareil, les catégories de poids, moi, je les ai vues naître. Au début, il n'y en avait pas. Et j'ai fait le 2e tournoi des poids légers de l'IFC, je crois. Voilà. Et derrière, et là, c'est très intéressant. Pour ceux qui ont adoré le Pride, tu as fait le Pride quand même. Alors, non, j'ai pas fait le Pride, moi. J'ai fait le Pancras au Japon. J'ai pas combattu au Pride, c'est Greg. Voilà. Alors, on parle de transition. Moi, j'ai fait le Pancras au Japon. Voilà. C'est quoi la différence entre le pancras au Japon, d'ailleurs, et le pancras ici? Alors, en fait, ça dépend des époques, d'ailleurs, parce que ça a changé, et ici et au Japon. Le pancras, c'est le groupe japonais qui est né en 93, donc en même temps que l'UFC. Alors, nous, à mon époque, quand ça a commencé, les 2 trucs phares au tout début, avant qu'il y ait l'IFC, justement, il y avait l'UFC et il y avait l'Hybrid Wrestling Pancras au Japon. C'était les 2 gros trucs. Et le pancras au Japon, à cette époque-là, la caractéristique, c'est que tu pouvais combattre avec des grandes boxes ou à main nue, mais dans ce cas-là, tu mettais des tartes. C'est-à-dire que tu travaillais avec les mains ouvertes, tu travaillais avec les paumes. Mais c'est le pancras qui a vu naître Bas Rutten, qui a vu naître Ken Shamrock, Frank Shamrock. C'est là qu'ils se sont fait connaître, c'est là qu'ils ont eu leur premier titre avant de combattre finalement à l'UFC. Ouais. Et à cette époque-là, donc voilà, le pancras de cette époque-là, des tout premiers temps, c'était frappe à main ouverte au visage. Et Bas Rutten a prouvé qu'on pouvait mettre des KO avec la paume. Et ensuite, par contre, il y a eu une unification des règles, plus de règles à l'UFC, une plus grande ouverture au pancras, et c'est devenu du MMA. Donc vraiment du MMA alors qui se faisait en ring. Je ne sais pas si ça a changé ces derniers temps, mais moi, quand j'ai combattu, c'était encore en ring. Parce qu'il y avait aussi ça, Pride aussi, organisé en ring. Beaucoup d'organisations de MMA se faisaient en ring aussi. Il y avait plutôt les Américains en cage, les Japonais plutôt en ring. Et donc, les règles de pancras ont changé. C'est devenu du MMA, exactement comme aux États-Unis, avec les points fermés, mis à part la surface. Voilà. Et les catégories de poids aussi n'étaient pas les mêmes. En fait, quand j'ai combattu au pancras, ma catégorie de poids n'existait pas. C'était les moins de 80 kilos, la plus petite catégorie. Moi, j'en faisais 72, 60. En me forçant à manger, j'étais monté à 60. T'as l'avantage de ne pas avoir à faire de cutting, quoi. Du coup. Et donc, c'était pas du tout la même époque que maintenant, où les gens perdent énormément de poids, effectivement, avec le cutting. Ouais, forcément. C'est encore un problème. Parce qu'on fera une vidéo un jour sur le cutting. Justement, tu as parlé de Greg, qui a fait le Pride. Et Greg vient de signer à Hexagone MMA. Ouais, ça, je suis vraiment content. Tu nous expliques. Est-ce que c'est Greg qui est venu vous voir? Il a dit, ça y est, je remets les gants. J'ai craqué à force de faire du sparring avec tous les meilleurs combattants français. Je me dis, voilà, je peux y aller. Ou est-ce que c'est toi qui as réussi à lui dire, vas-y, remets les gants? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était croisés plusieurs fois avec Greg. D'abord, on se connaissait bien avant. D'accord. Je sais qu'il y a eu une époque où j'avais une salle du côté de Nanterre où il venait s'entraîner. Je ne sais plus si c'était en période de préparation de combat ou quoi, mais donc on s'était déjà entraînés ensemble. Et on se connaissait de cette époque-là, donc il y a très très longtemps. Puis on s'est recroisés par la suite.
Et on avait évoqué le fait de recombattre. Et Sur le plan de la rigolade ou ça? je pense que c'est moi qui avais dû Ouais. parler le premier. Alors, pas sur le fond de la rigolade, sans idée précise, mais D'accord. voilà, simplement pour voir s'il en avait envie. Et il m'avait fait comprendre à l'époque, il faut payer très cher en fait. D'accord. C'était un peu pour que ça le motive, il fallait vraiment mettre le prix. C'était en gros ça l'idée. Et j'étais parti un peu du principe que Oui, ça se ferait pas, quoi. Voilà. Et puis en discutant avec Jérôme Pourru, donc un des deux frères Pourru, patron d'Hexagone MMA, il semblait qu'on avait peut-être là qu'il y avait une porte en tout cas pour mettre un peu plus que le budget habituel. D'accord. Donc j'en ai reparlé à Greg. Et on est tombé d'accord. Est-ce qu'il a baissé son tarif ou vous êtes aligné? Comment? Est-ce qu'il a baissé son tarif ou vous êtes aligné? On n'avait pas évoqué un tarif précis en fait. Donc vous lui avez fait une proposition qu'il a acceptée. Quand on a vu que l'un et l'autre étaient motivés pour qu'ils combattent, on a trouvé le juste milieu, je pense, qui faisait que c'était irrespectueux pour lui et lucratif aussi, parce que, voilà, mais en même temps, qui n'était pas déraisonnable non plus. Pour l'organisation. Parce que je crois qu'il avait une vraie envie de combattre aussi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il n'a pas signé pour un combat. Ça aurait été il a pu faire un fight d'exhibition en se disant je vais me tester et tout machin. Là, il a signé pour plusieurs combats quand même. On ne va pas donner le nombre exact. Je vais dire 5 combats, mais 4 ou 5. Non, pour l'instant, il n'y a pas de certitude que c'est 4 ou 5, mais il y a plusieurs combats. Alors, moi, je vais aller avant de parler de son combat, on l'a vu monter à Reims dans la cage avec Ibra. Ça s'est un peu chamaillé, gentiment. Il y a eu comme un peu, c'était un peu, j'allais pas dire fake, mais voilà, ils sont un peu cherchés, les garçons se connaissent bien. Mais je pense qu'il y a une vraie envie d'en découdre entre les deux. Là, par contre, ça, c'est pas du fake. On sait qu'il y en a un qui a eu 5 et 4, donc à 9 combats. Il va passer à 10, c'est Greg. L'autre côté, Ibra n'a pas de palmarès. Donc, logiquement, il ne peut pas combattre en France. Je me dis si je me trompe, mais il ne me semble pas. Est-ce qu'on ne les verrait pas combattre à l'étranger? Alors, c'est quelque chose qu'on envisage. Alors, d'abord, il n'y a rien de signé à ce niveau-là. Bien sûr. Mais effectivement, on a Mathieu Leto qui combat sur Hexagone. L'arbitre de chez Ibra. Voilà, qui est souvent accompagné, c'est son 3e combat sur Hexagone, donc qui construit sa carrière sur Hexagone, qui a fait le choix d'Hexagone pour construire, pour se construire en tant que combattant, et on en est très content. Donc, très souvent Mathieu sur Hexagone, et on travaille bien ensemble. Et donc, Ibra l'accompagne régulièrement, et donc on a eu l'occasion d'évoquer la participation d'Ibra, qui a envie de combattre, envie de faire ses preuves aussi, qui a des attentes aussi. Ils sont importantes. Au niveau économique, là. Oui. Je parle au niveau économique. Et donc, en fait, c'est évidemment pas moi qui prendrai la décision finale au niveau économique, mais il faut en tout cas, pour qu'Hexagone investisse, qu'il y ait un retour sur investissement possible. Donc, il faut trouver le juste milieu. Oui. Mais effectivement, il y a cette envie entre les deux d'en découdre, de prouver. Voilà. Et c'est vrai que c'est un combat qui... Alors, moi, j'ai une petite idée sur qui je donnerais favori, que je ne donnerai pas là, mais je pense que c'est quelque chose qui reste... on ne peut pas être sûr à 100% de qui va gagner non plus. C'est un combat qui peut être équilibré. Dans n'importe quel combat de MMA, on ne peut pas être sûr de quelqu'un qui va gagner ça. Il y en a un qui est nettement plus expérimenté que l'autre, évidemment, mais qui est plus âgé aussi. Le cardio, ça... moi, te pose la question franchement. Est-ce que Hexagone travaille, oui ou non, sur le fait qu'il puisse combattre chez vous? C'est quelque chose qui est en travail. D'accord. C'est bien. Voilà. Après, sur les questions que tu posais, évidemment, il y a des questions qui se posent. J'ai entendu, mais de toute façon, ça ne peut pas se faire, les règles en France, etc. Dans l'état actuel des choses, non. Après, il y a plusieurs possibilités. D'abord, Hexagone organise pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Oui, on a vu qu'ils ont organisé effectivement. Allemagne, Dubaï. Ouais. Voilà. Et on sait, excuse-moi, j'anticipe vite fait, on sait qu'on a reçu dernièrement Lionel Brezefin,
La règle a changé depuis. Maintenant, on est passé au plus 5, moins 5. Il y a cet aspect-là aussi. Et on sait, apparemment, on n'est pas sûr à 100% non plus, mais possiblement, dirons-nous, que l'année prochaine, 2024, il n'y aurait plus du tout de limite de combat. Voilà, alors il n'y a pas d'échéance vraiment spécifique, mais en tout cas, les règles s'assouplissent au niveau de la FMMAF. Donc la règle du jeu change, effectivement, pour le matchmaking aussi. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Donc revenons donc au combat donc de Greg contre un Italien, Gianluca Lucioliro. Excuse-moi, c'est écorché. Ah ouais. Merci. On a regardé un peu quand même, parce que ça sent... Moi, personnellement, je le connaissais. 2018, ils ont plus ou moins le même âge, il a commencé en 2018, donc actif, parce que Greg a arrêté en 2006, je crois, donc actif récemment, mais il est sur 4 défaites. Donc 4 derniers combats, 4 défaites. Est-ce que tu trouves ça équilibré? Comment a été ce choix? Pourquoi? Alors, il y a eu plusieurs raisons. Bon, d'abord, Gianluca, c'est un profil atypique aussi. C'est un joueur du football florentin, le calcio. D'accord. Ceux qui connaissent pas, c'est un sport. En gros, c'est un peu du rugby, on a le droit de tout. Ouais. Donc il y a quelque chose qui apporte au niveau de l'histoire, au niveau de l'intérêt sportif, parce que mis à part cet aspect-là, il a à peu près le même âge que Greg, donc c'était intéressant parce que Greg, j'ai entendu beaucoup de choses, mais il a son expérience, il a l'âge qu'il a, et ça fait très longtemps qu'il n'a pas combattu. Oui. Donc, il faut bien voir dans quel état il revient, comment il se réadapte à la compétition. Et je trouvais que un combattant d'un âge proche du sien, c'était pas inintéressant sur le plan sportif. Et Gianluca, c'est un vrai combattant, mis à part son passé de sportif très spécifique. En MMA, il a vraiment combattu. Les 4 derniers sont des défaites, mais parce qu'il a pris des mecs forts, et des mecs beaucoup plus jeunes que lui et forts. Et il y a eu des victoires avant ça, alors qu'il a commencé à un âge assez avancé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été protégé. Il y a des vraies victoires aussi, et qui sont beaucoup plus récentes que les combats de Greg. Alors évidemment, il n'a pas combattu proportionnellement au même niveau que Greg, mais enfin, pour être d'une époque encore plus ancienne que Greg, le niveau de l'époque et la façon de combattre de l'époque n'est pas la même que maintenant. Bien sûr. Et Gianluca, lui, il s'est adapté à la façon de combattre de maintenant. D'accord. Donc, donc ça peut peut-être faire une grosse différence. Greg qui n'a pas combattu depuis très longtemps. Greg, évidemment, il s'entraîne, Bien il sûr. fait des défis, il y a son travail qui, évidemment, est un apport et qui fait qu'il s'est mis à la page aussi. Mais ses preuves, il les a faites il y a longtemps. Oui. Et il va falloir voir si maintenant, en revenant maintenant, après ne pas avoir combattu pendant très 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 longtemps, contre un combattant du même âge et qui est un vrai sportif aussi, et qui lui a combattu récemment, il arrive à imposer son jeu. Tu vois qu'il tu as quand même un œil très averti, l'un des plus grands connaisseurs du MMA français. Si on te dit que Greg pourrait remporter ce combat au premier round par un étranglement, je pense que tout est possible. Après, tu fais déjà tes pronos. Je ne vais pas donner mon avis qui devrait gagner le combat. J'ai évidemment mon avis, mais je pense que c'est un match qui reste équilibré. Ce que tu dis est possible, mais c'est possible que l'Italien aussi le mette au sol au premier round parce qu'il a une bonne lutte. D'accord. Et qu'il le tartine en grand and pound et que Greg ne trouve pas la solution. D'accord. Ouais. Et, ce qui est intéressant, c'est là pour Greg, il a pris Cyril Diabaté comme coach, un spécialiste de point-pied. Et qu'il l'avait déjà entraîné à l'époque aussi. Exactement. Bon choix de prendre Cyril, forcément. Oui, je pense, parce que peut-être que la partie pied-point, c'est peut-être la partie qu'il a il a un bon pied-point, propre, mais on le voit plus dangereux au sol. Donc peut-être qu'il a un très bon niveau au sol, Greg. Donc peut-être que compléter la partie, cette partie-là en pied-point, ça peut être un bon choix stratégique, ouais. Et en particulier avec un adversaire qui axe peut-être plus sur la lutte. Donc, vivement, je lui dis. D'ailleurs, sur cette carte, il n'y a pas que Greg. Il y a Alex. Jean-Guillaume.
qui a déjà combattu chez vous il y a quelques temps en arrière. Oui. Il y a un titre pour les filles aussi, C'est un montage en François. Le montage en François, qui est la championne de titre. qui est la championne en titre, qui affronte une ancienne combattante du One, donc qui n'est pas n'importe qui non plus, alors qui a perdu au One, c'est vrai, mais bon, il n'y a pas de honte à perdre au One, et qui a un beau palmarès aussi, avec beaucoup de victoires aussi. C'est un peu des palmarès qui se ressemblent un petit peu, et ça va être un combat très ouvert aussi, et c'est vrai que Samantha a montré sur ses derniers combats Hexagone que qu'elle était un problème pour ses adversaires, quoi. Oui. Là, tu viens de parler justement donc, vous ne prenez pas que des franco-français, même si nous, on aime ça, bien sûr, mais vous prenez aussi donc des étrangers. Et là, j'ai une question, parce que au dernier, très belle carte d'ailleurs, la carte de Reims, on va en parler aussi rapidement, ou pas rapidement, peut-être longuement, mais où est-ce que tu es parti choper ces Péruviens? C'est des tueurs. Tu vas me dire, en Croatie, dans un championnat, ok, mais qui regarde FFC? En fait, si tu veux, pour être très honnête, les combattants d'Amérique du Sud sont pas chiants. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont envie de combattre. Là, tu parles niveau d'exigence. Ils ont envie de faire leur preuve. Ils ne discutent pas pendant 10 ans de qui, de machin. Tu leur proposes de combattre, en général, ils viennent. D'accord. Ça, c'est un point aussi. Et il y a effectivement... Alors, pourquoi des combattants étrangers sur Hexagone? Alors, on aime bien les duels franco-français. On sait aussi que le public attend ça. Donc, on a des duels franco-français qui sont intéressants aussi. Tu parlais du combat d'Alix Jean-Guillaume, qui va affronter Cédric Sévrac. Ces deux combattants qui n'ont pas des palmarès très positifs, mais qui font le spectacle en tout cas. Là, sur Sévrac, on est dans son coin aussi, on est dans le film. D'accord. Il draine un public important et on sait que les combats sont excitants. Moi, je le connais depuis très très longtemps. C'est quand je coachais Lopez. Il avait affronté Lopez à l'époque. Fernand. Cédric a affronté... Il s'appelle que Lopez. Il s'appelait. Et donc, effectivement, j'ai pas le réflexe. Les anciens appellent Fernand Lopez. Fernand Lopez. Une jeune génération l'appelle Fernand. Voilà. Et moi, je l'appelais Lopez Ouaniebe, qui était son nom de famille, mais qui n'était pas très facile à prononcer, effectivement. Donc, je pense que c'est plus facile. Fernand Lopez, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles il a plus choisi cette dénomination-là. Bien sûr. Mais donc, effectivement, moi, Lopez, je l'ai connu comme combattant à la Free Fight Academy pendant très longtemps. Et il avait affronté Cédric Sévrac à l'époque. D'accord. Ah ouais. C'était un de ses premiers combats, je crois. Wow. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui... Alors, il était très jeune, mais c'est quelqu'un qui est plus de toute première jeunesse. Mais qui a toujours le même style. Il n'y a rien qui change. On ne peut pas dire qu'il soit très axé sol, mais il peut coucher n'importe qui sur une patate. Bon, on l'a vu, il a mis un sacré KO, MMFP. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est pas des combattants de premier plan, mais en main card, c'est toujours intéressant, ça fait des beaux combats, ça fait le spectacle. Pour les gens qui se déplacent, effectivement. Et pour le coup, je sais vraiment pas qui va gagner ce combat-là. Moi, en tant que matchmaker, c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Donc, très belle carte à Reims, comme je disais. C'est péruvien. Franchement, ils ont fait le spectacle. Parce que contre Anthony justement, c'était Roger Garcia. Oui, c'est ça. Il a pas 10 mètres. Et quand tu connais le niveau en lutte... Et Roger Garcia qui, pour savoir, me harcèle pour recombattre. En fait, il est prêt à rester en France. Ah ouais. Tu as dit qu'il y avait des règles, il faut qu'il attende 21 jours et que... Oui, alors on disait, tu vois, Tivien, il faut des duels franco-français, et ça, on en est bien conscience, mais par contre, il y a forcément une partie internationale parce que Hexagone, c'est une organisation française avant tout, mais qui se veut une organisation européenne aussi. D'accord. Et donc, et internationale par extension, et qui est diffusée dans beaucoup de pays. D'accord. Et donc, il faut qu'on satisfasse aussi nos publics. Et par ailleurs, ça apporte une attractivité. En plus, je pense qu'il faut cet équilibre de combat franco-français et de combattants français qui ont un peu plus haut niveau, de les confronter avec des étrangers. Je pense que Hexagone arrive à trouver le bon équilibre entre les deux. Et ces combattants d'Amérique du Sud, alors pas seulement des Brésiliens, mais c'est vrai que ils ont leurs organisations à eux et ils combattent un peu entre eux. Donc c'était un peu une interrogation de voir ce que ça allait donner. Et là, on en a eu deux, aussi bien contre Mehdi où il y a eu une vraie surprise, mais même contre Anthony Dizzy. Dizzy a bien combattu. Dizzy
connaissait, alors pas dans sa catégorie de poids, dans une catégorie au-dessus. Donc et qui n'avait pas combattu depuis longtemps, mais voilà, avec sa lutte de folie qu'on connaît, avec la puissance dans les patates qu'on sentait bien à chaque frappe, et il est tombé là contre un mur, hein, et qui rendait coup pour coup, qui se laissait pas emmener au sol, qui se relevait aussi sec. Et ça, on a vraiment vu que ces combattants, c'est des combattants qu'on connaissait pas et qui apportent vraiment quelque chose. Tu parlais de Mehdi, d'ailleurs, voilà, première défaite, cette façon-là. On a eu l'occasion de discuter avec lui depuis, en off, en Dieu. Il veut revenir. Oui, ça le Mehdi aussi, oui. Il est vraiment impatient. Oui. Je le comprends. Entre guillemets, c'est pas normal. Voilà. Parce qu'on connaît son niveau, on sait ce que vaut Mehdi, on sait ce qu'il donne à l'entraînement, et là on se dit ouais. Ça arrive. Et là, contre Pastrana, tu te dis, tu vois le combat démarrer, tu te dis bon. Ouais, il maîtrise quoi. C'est marrant. Mais tu vois quand même un premier crochet qui passe, un crochet large, et tu dis bon, qui touche pas fort, tu vois, mais moi je l'ai vu qu'il passait quand même. Finalement, il a réussi à mettre une série comme ça, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout, et le style est plus brouillon. Ouais. Et c'est moins esthétique, mais quand ça touche, il fait mal, quoi. Et donc on le voit quand Mehdi on est en train de voir ça, Mehdi est très impatient de combattre. Après, on a là, il y a plusieurs. Bon, de toute façon, il y a presque un événement par mois sur l'Hexagone, donc ça va arriver. L'idée de faire 12 événements dans l'année? Oui, c'est l'idée. Ça peut être 11. D'accord. 10 minimum, mais l'idée, c'est en gros de faire un événement par mois. Justement, ils ont ressenti la stratégie parce que quand on a vu Hexagone MMA arriver il y a 1 an et demi, maintenant presque 2 ans, on avait vu effectivement une ambition d'être sur le territoire français, mais aussi d'aller très vite à l'international. On avait même entendu parler de Vegas à un moment donné. Alors, tu n'étais peut-être pas encore matchmaker à l'époque, mais est-ce que cette ambition elle a été revue plus Alors, après, je pense qu'il y a il y a simplement un équilibre qui se fait avec la réalité du terrain. Ouais. Il peut y avoir une vision à la base, mais je pense que là, en tout cas, on partage cette vision. Cette vision actuellement, je pense parce qu'on s'est concerté aussi. Moi, il y a la fusion avec le FIFA Challenge s'est faite effectivement à mi-course pour Hexagone, et je pense que là, ça a fusionné avec FIFA Challenge. Oui, j'avais pas l'info. C'était cette idée-là. D'accord. Et donc de fusionner les compétences aussi. Il est bien évident qu'Hexagone avait plus de moyens. Hein, donc quand je dis fusionner, c'est-à-dire que au niveau de la façon de fonctionner, au niveau du fait de travailler ensemble. Et puis, il y a aussi le fait de garder le format des challenges, faire monter des amateurs, les aider à se construire pour aller en pro, qui là va repartir à la rentrée sous l'appellation Hexagone Challenge. Donc, on a déjà fait un. Et notre idée, c'est de pouvoir aller chercher dans les territoires les combattants, au début amateurs, les faire monter, leur permettre de se construire en amateur, de valider le nombre de combats nécessaires comme nous demande la FMMAF, mais aussi de se construire une expérience, un style. Donc, vous restez dans la fédération FMMAF. Oui, Hexagone fonctionne avec la FMMAF. Et à partir de cette idée-là, pouvoir, pour les plus méritants, ceux qui se démarquent, obtenir un contrat pro pour aller sur les gros événements Hexagone ensuite. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est pour la stratégie au niveau national. On veut vraiment partir de la base et les aider à se construire, partir sur des... il y a eu un Hexagone Challenge à Beaumont-sur-Oise, partir sur des petits événements comme ça, où on va chercher les combattants où ils se trouvent. Mais moi, j'aime bien l'idée de pouvoir aller même en province aussi, chercher les combattants où ils se trouvent et les amener à faire un Zénith à Paris à la fin, à faire le Futuroscope de Poitiers, à faire des gros événements. Voilà. Donc c'est vraiment ça, Hexagone, permettre à des combattants français de se construire une carrière, parce que les combattants de ma génération n'ont pas connu du tout, et de pouvoir comme ça partir de la base et arriver à un très haut niveau en France. Et de la même manière, on veut aussi pouvoir maintenant s'exporter à l'étranger. Alors, le Vegas, ça reste... voilà. Mais en tout cas, il y a aussi la réalité du marché qui fait que des opportunités viennent. En fait, quand tu travailles, quand tu bouges, tu finis toujours par attirer quelque chose, en fait. D'accord. La fameuse loi de l'attraction. J'y vois rien d'ésotérique, hein, mais en fait, quand tu es actif, quand tu te démènes, quand tu avances, il se crée des trucs, ça crée des connexions.
Par exemple, l'Hexagone est diffusé sur BT Sport en Angleterre. On est le seul événement de MMA par l'UFC à être diffusé sur BT Sport en Angleterre. Justement, en parlant entre guillemets, du modèle économique d'Hexagone, là, tu es en train d'en parler un tout petit peu. Est-ce que vous restez sur l'idée de chaque événement, c'est dans une ville différente, ou est-ce que, comme peut faire Ares, vous avez à l'avenir un endroit où vous ferez X événements dans l'année, et puis vous allez vous délocaliser en France ou aussi en Europe? Alors, en fait, notre idée, c'est un peu un mix, c'est-à-dire avoir des endroits où on fait au moins un événement par an. Récemment, tous les ans à Arras, que vous avez fait là. Voilà, et peut-être là, il y a plus, par exemple, sur le théâtre antique d'Orange, où Greg va combattre, qui est un lieu, c'est la première fois qu'il y a un événement de MMA qui se fait dans un cadre comme celui-là. L'idée, c'est pas de le faire qu'une année, mais de revenir. Et même chose pour Reims, même chose pour Poitiers, même chose pour le Zénith de Paris. Notre idée, c'est effectivement avoir des endroits où on revient, fidélise un public, mais par contre, on ne veut pas se cantonner à Paris. Il y aura évidemment des dates à Paris. C'est incontournable, il faut y être, mais on veut toucher la France entière. Alors sur un modèle économique comme ça, pour rester sur le modèle économique, une question vraiment basique, est-ce que c'est plus rentable d'organiser un événement en province ou à Paris au final? C'est pas les mêmes problématiques. Je pense que ça peut être aussi l'un. Il y a des difficultés dans les deux et des stratégies économiques à construire pour les deux. Je pense qu'il faut s'adapter en fait. Je te donne un exemple. À Paris, le Zénith de Paris, on le remplit parce qu'il y a le public aussi. On a fait une carte attractive. Ouais. Parce que le spectacle est au rendez-vous. C'est David Rothschild qui s'occupe de la partie spectacle, des effets son lumière, etc. Mais aussi parce qu'il y a le public. Quand on va au théâtre antique d'Orange, il y a un lieu qui est absolument monstrueux. Pour moi, c'est encore mieux que le Zénith de Paris. T'as combien de places d'ailleurs? Je me demande s'il n'y a pas 6000 places, quelque chose comme ça. Wow. Ah ouais. Non, c'est énorme. Et c'est vraiment monstrueux par rapport. C'est vraiment le théâtre antique, date de l'Antiquité romaine. Ouais, c'est en mythique, quoi. Évidemment, c'était pas les gladiateurs, c'était un théâtre antique, mais ça évoque ça. Ça évoque énormément ça. Et par contre, il faut le remplir. Et on n'est pas à Paris. Et le public d'Orange, t'as pas le public de Paris. D'abord, il y a beaucoup moins de monde. Et puis, il n'y a pas un public aussi éduqué au MMA. Donc là, il y a une difficulté, par exemple. Et par exemple, le fait de signer Greg et que le premier combat se fasse à Orange, là, je regardais et Orange est en train de se remplir. Donc, c'est pas anodin quand même d'avoir mis Greg sur cette carte-là. C'est pas rien de remplir le théâtre antique d'Orange, qui est une région où le MMA, c'est pas la principale attraction. Donc, il faut amener les gens à s'y intéresser. Et après, c'est les vacances aussi. Tu reconnais un peu les Parisiens qui sont... Voilà, il y a aussi un choix au niveau de la période qui n'est pas non plus anodin. Mais voilà. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir à chaque fois. Et continuer sur le modèle économique, même si je veux revenir sur la carte de Reims, parce qu'il y a un Fonco comme ça, un Ivoirien, un France contre un Ivoirien, donc voilà. Il y a un nouveau champion des poids lourds. Je voudrais quand même revenir dessus, avec France. Mais bon, pour finir sur le modèle économique, forcément, qu'il y ait des modèles économiques aujourd'hui pour une grosse orga française, que ce soit MMAGP, que ce soit Ares, et donc forcément Hexagone, il faut forcément avoir un diffuseur. Vous êtes avec RMC. Vous avez signé avec eux pour la saison. Vous êtes sur, c'est quoi votre partenariat? Alors, je peux pas donner les chiffres. Je peux pas dévoiler. En fait, ce qui est sûr, c'est que sur plusieurs événements, là, on est sur RMC. D'accord. C'est sûr que tu vas nous voir régulièrement. Après, pour répondre à ta question, pour le modèle économique, le MMA en France, ça n'existait pas. Enfin, il y avait le Procras, évidemment, mais c'était pas la même échelle, ça n'intéressait pas autant de gens, donc on pouvait absolument pas faire les mêmes choses. Il n'y avait pas des investisseurs comme il y en a maintenant pour le MMA. Le modèle économique, il se construit en France. Donc, Lopez a une façon de fonctionner avec Ares, Abdel a une façon de fonctionner avec le MMA Grand Prix. Nous, on a la nôtre avec Hexagone. Je pense que c'est quelque chose qui se construit et personne ne pouvait prédire ce qui allait marcher. Donc, il y a des essais, il y a une adaptation au terrain, et comme je te dis, il y a des opportunités qui se créent. Et en fait, on trouve à la fois, il faut qu'on ait notre identité. Jérôme et Laurent Pou, ils ont leur identité, j'espère apporter aussi.
leur avoir apporté aussi quelque chose. Et je pense que là, on a trouvé la bonne ligne directrice. Quelque chose qui nous convient à nous, au niveau de notre identité, au niveau de ce qu'on aime faire, mais il y a un équilibre avec la réalité du terrain pour que économiquement, effectivement, le modèle puisse fonctionner. Et puis, il y a les atouts des uns et des autres. Un des atouts d'Hexagone, c'est effectivement, et un choix, c'est de se déplacer en France, vers Paris, mais aussi plusieurs grosses villes de province. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter qu'on n'a pas fait encore. D'accord. Aussi s'exporter à l'étranger, ce qui était un pari, mais parce que aussi il y avait un savoir-faire des frères Pourru par rapport au droit télé, par rapport au contact, qui permettait de se donner ces ambitions-là, et il y a un équilibre entre tout ça. Quand tu dis on a trouvé, entre guillemets, notre identité de fonctionnement, par rapport aux combattants. Moi, par exemple, à Arès, si on prend Arès, ils ont un gros vivier via Hexagone. On voit qu'en ce moment, ils mettent surtout en avant les prospects. Alors, on a vu aussi, par exemple, MAGP, il y a eu aussi de très belles cartes avec de gros noms du MMA, ou ceux qui vont arriver, comme c'est avec Doubé, qui a énormément de public. Il va mettre aussi en évidence aussi les autres combattants. Là, le fait aussi d'avoir Greg MMA, c'est aussi un peu ça. Un gros nom qui va mettre aussi en évidence les autres noms sur la carte. Vous êtes plutôt maintenant sur un modèle comment vous avez pas de vivier, entre guillemets, dans le sens que vous n'avez pas un gros club avec, ou est-ce que vous avez plusieurs clubs avec qui vous travaillez? Moi, mon idée, c'est de travailler avec plusieurs clubs, et notamment parce qu'on se déplace aussi. D'accord. Moi, évidemment, en tant qu'entraîneur de la Free Fight Academy, je place des combattants. On a un contrat spécifique avec l'Hexagone pour ça. Des combattants de la Free Fight Academy. On est sur la région parisienne. Maintenant, par exemple, on a Mathieu Lito, qui fait partie de la Team Moira. De Vienne aussi, la Team Moira. Romain de Vienne qui a combattu sur Hexagone avant de signer au Bellator. T'as aussi Hatch. On a Abou Tunkara qui est chez Hatch et qui combat à Hexagone. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toutes les équipes soient représentées en réalité. Je ne veux pas en favoriser une ou deux. T'as Boissard d'ailleurs aussi avec Varela. Et et ça aussi, c'est lié au fait qu'on se déplace. On n'a pas que des Parisiens non plus. Quelqu'un comme Wilson Varela, qui va faire le main event sur notre... Alors, ça, parce que ça a été déjà annoncé. Exclu la bagarre. Un des main events, en tout cas, sur Béziers. D'accord. Le 4 août. Le 4 août. C'est la Team Foissard, c'est quelqu'un de Marseille, qui a une grosse communauté aussi, qui apporte une grosse visibilité, et qui est très fort aussi. Et qui est très spectaculaire, oui. Voilà. Il combat aussi d'ailleurs au KSW. Et qui combat au KSW, puisque lui, on a, dans le contrat de Wilson par exemple, il y en a beaucoup d'autres qui ont ça, il y a une exclusivité Hexagone pour la France, mais on les autorise à les combattre à l'étranger. Et donc, moi vraiment, ce que je veux, c'est avoir les meilleurs de France. Et donc, pour l'équilibre de la carte, il y a des combattants comme Greg MMA qui apportent une énorme visibilité. Il y a des combattants d'un très haut niveau comme Anthony Dizzy, Wilson Varela, Mehdi Ben Lagdar, qui sont un peu des fers de lance, effectivement, à un moment donné, qui apportent de la visibilité, mais qui sont de réels combattants avec un très haut niveau technique. Et puis, il y a aussi des prospects. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de construire des carrières. Comme on disait là, et il faut un équilibre des deux. Parce que pour moi, une carte complète, une bonne carte, il doit y avoir la personne qui va t'apporter une grosse visibilité, c'est ça qui intéresse les télés aussi, c'est le nerf de la guerre, il en fout. Et puis voilà, les gens ont envie de voir. Moi, j'ai envie de voir qui va gagner entre Greg MMA et Gianluca. Même si effectivement Greg a été un très bon combattant, qui a un certain âge, j'ai aussi envie de voir justement ce qu'il est capable de faire maintenant après une si longue interruption. Et puis, je suis content qu'on ait signé des Anthony Dizzy. The Fou, c'est pareil, qui était à la retraite. D'accord. Et je suis content d'avoir combattu, de revenir avec nous. Et il voulait revenir pour 1 ou 2 combats. Et finalement, il m'a dit, est-ce qu'on peut rajouter des combats? Maintenant, allez. Nouveau champion des poids lourds. Et franchement, en face, il avait quand même un sacré morceau avec Emmanuel. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combattant pour ceux qui ne le connaissent pas?
Alors Prince, ça a beaucoup de valeur pour moi. C'est un combattant qui a été formé à la Free Fight Academy. Oui, c'est un pur produit FFA. Il avait 19 ou 20 ans, je crois, quand il est venu à la FFA. Et il n'avait jamais pratiqué de MMA avant. Déjà une force de nature avec une botte droite. Mais il n'avait jamais pratiqué de MMA et peut-être pas vraiment de sport de combat avant de venir à la FFA. Donc c'est un pur produit de la FFA au début, que j'ai connu très très jeune, qui combattait chez Hatch d'ailleurs, qui a fait contender de Hatch, qui a eu la ceinture des contenders de Hatch, c'était sa toute première. Beaucoup d'anecdotes parce qu'on a voyagé, voilà. Et qui est devenu entre-temps un père, qui a ouvert sa propre salle, qui est donc un coach, qui a fait une carrière dans le MMA, qui s'est construit dans le MMA et qui a une régularité, alors, qui n'a pas été à l'UFC dans des très très grosses organes, mais qui a fait des grosses organisations en République tchèque, qui a affronté des gars très forts. Et puis que là, il était resté inactif un petit moment et qui est bien revenu, d'abord sur l'UAE, je l'avais placé sur l'UAE Warrior, et puis donc du coup sur Hexagone. Et là, il avait plusieurs défaites d'affilée parce qu'il avait affronté des gars très très forts. Et là, il est sur 3 victoires consécutives, donc je suis très content. Donc il y a un gros passif avec Prince. Mais Prince, il a fait le plus gros de sa carrière en moins de 93. Il était en mi-lourd. Là, il avait pris, comme il y a une interruption, il avait pris un peu de poids. Un peu confortable au début en lourd, mais c'est pas un vrai poids lourd. Et là, il a affronté un adversaire, Paul-Emmanuel Ignaz, qui était un vrai poids lourd. Alors, Prince avait l'expérience pour lui, puisqu'il a une longue carrière, beaucoup plus de combats. Il a commencé très jeune, mais il y a déjà un certain temps. Il fait des grosses organisations. C'est sûr qu'il avait l'expérience. Par contre, voilà, Prince, normal, il doit être à 108 kilos. Paul-Emmanuel Ignaz, le dernier combat que j'avais vu, il avait dû perdre du poids pour descendre à 120. Ouais, c'est pas du tout le même gabarit. Moi, c'est ça qui m'inquiétait, c'est que c'est une force de la nature. Et en plus, c'est une force de la nature qui est capable d'avoir une boxe propre, qui est capable d'emmener au sol. Et mon inquiétude, c'était... j'espérais bien que l'expérience de Prince ferait la différence, surtout pour une ceinture où il y a 5 rounds. Mais mon inquiétude, c'est est-ce que les 2 premiers rounds, si Paul-Emmanuel... je pensais bien que Prince a une belle anglaise. Même si Paul-Emmanuel est capable d'être dangereux avec ses poings, je pensais qu'il les frappe. C'était pas ce qui m'inquiétait le plus. Mais moi, j'avais peur qu'effectivement, il joue sur la stratégie de l'emmener au sol et de le clouer au sol en jouant sur la force physique. Et la masse, et en fait, je pense que c'était un peu leur stratégie, et c'est ce qu'il a tenté. Et Prince a réussi à résister à l'ouragan. Tu sentais qu'il tenait debout. Et il est revenu à la pause. Il m'a dit, putain, il est puissant de mouche. Et voilà. Et c'était ça qui était le pari, qui fait que justement, ça aussi, c'était un combat intéressant parce que chacun des deux avait des atouts. Quand tu sais qu'il est tellement difficile de trouver des poids lourds en France, là, pour le prochain combat de Prince, ce sera un Français ou ce sera forcément un étranger? Il n'y a pas de règle. Je dirais que quand on peut trouver des combats franco-français attractifs, on les trouve. Après, comme tu dis, les poids lourds, on n'a pas tant que ça. Après, Prince, il a aussi pour projet, il aimerait bien avoir les 2 ceintures, avoir la ceinture en mi-lourd aussi. D'accord. C'est la vraie catégorie. Donc tout est permis à ce niveau-là. Et effectivement, il n'y a pas tant de poids lourds que ça en France. Donc ça peut être un étranger aussi. Est-ce que ça donne pas plus de légitimité justement de faire un combat non franco-français, donc d'amener un étranger pour une ceinture mondiale, comme on l'appelle pour... Je pense que... Oui, après, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Oui, c'est vrai qu'on s'attend pour une ceinture à un combat international. Tu as eu des grands champions du monde de boxe qui ont fait des combats franco-français. Et qui ont fait parler d'eux aussi. Et si à un moment donné, la difficulté, elle est là... En fait, tu vois, on fait le comparatif justement avec les... C'est très compliqué. Comme on a cette visée internationale, j'essaye évidemment de mettre des Français sur la carte, mais d'avoir des Anglais, d'avoir des Espagnols, d'avoir des Tchèques. Et autant avec les Anglais, il y a un gros niveau en Angleterre, on a signé quelques gros combattants anglais. Mais par exemple, quand tu veux trouver un Espagnol,
C'est pas si facile, hein, parce que les Espagnols, des fois, ils sont bien tranquilles entre eux en Espagne, ils n'ont pas tellement envie d'aller scoltiner des Français. Donc, on a quelques-uns qui franchissent le cap, mais des fois, trouver un poids lourd espagnol pour affronter Prince, par exemple, ça va pas être une mince affaire, Ok. tu vois. Donc, des fois, il y a autant de légitimité à prendre un Français. Ok. Tu es multicasquette. Tu as été coach, combattant. Tu es coach, pardon. Tu as été combattant, acteur, matchmaker, écrivain. Ouais, alors là, là, pour le coup, c'est fort, mais ouais, ok. Est-ce que tu peux nous parler, grosso modo, tu viens de tourner un film, nous parler rapidement de ce film et ton livre qui a bientôt sorti. Alors, pour le fait d'être acteur, me considère pas réellement comme un acteur, ça m'est tombé dessus. Bon, voilà. C'est Guillaume Niclou, le réalisateur Guillaume Niclou, qui s'est intéressé à moi de ce point de vue-là, qui m'a donné mon premier rôle important au cinéma, et du premier coup. Bien compris ce qui m'arrive. C'était dans La Clé, avec Guillaume Canet, Jean Rochefort, Vanessa Paradis. C'est ça, ouais. Commence petit, quoi. Vanessa Paradis, elle a le même âge que moi, c'est de jouer le taxi quand j'étais ado et tout. Et là, dans le film, je séquestre Vanessa Paradis. En fait, en gros, on le voit pas, mais je le viole plus ou moins Vanessa Paradis dans le film. Et donc, du coup, il y a évidemment pas de scène de viol, mais on m'a fait m'allonger 20 fois de suite sur Vanessa Paradis. C'était mon premier film. Wow. Ouais. Voilà. Donc, c'est plus stressant de tourner un film avec Vanessa Paradis ou de coacher des mecs. Je fais quoi? T'arrêtes de filmer quand? Voilà. Et Ouais, c'est ça. avec la façon de faire de Guillaume Niclou, qui aime bien laisser un espèce de flou artistique où ni elle ni moi, on savait très bien où ça allait. Bon, bref. Ça, c'était ma première expérience au cinéma. J'ai eu quelques autres réalisateurs où je suis intervenu, mais les rôles principaux, où j'ai vraiment des rôles importants, c'était avec Guillaume Niclou. Après, dans l'enlèvement de Michel Houellebecq, qui était une expérience, un truc de fou, et dernièrement dans Thalasso avec Gérard Depardieu. C'est un peu là où j'ai eu mes rôles importants. Et là, dernièrement, on a tourné à La Hauteur, à Metz. Et là, alors, un petit rôle dans le film, mais j'y étais principalement en tant que coordinateur des cascades. Ah, sympa. Et donc ça, c'est ma première expérience dans ce domaine-là. C'était ma principale casquette. Ma principale casquette sur ce film-là. Sans un dévoilé, je crois qu'il y a une cage aussi dedans. Il y a une cage dedans. D'accord. Il y a des combats de MMA. Ok, donc tu as rendu la chose plus réaliste. Voilà. Et l'idée, c'est productrice et les réalisatrices. Voyal et Delphine sont venus me voir à la Free Fight Academy parce qu'on leur avait dit il y a un truc de MMA à combat en cage, faut voir Nico. Bien. C'est parti comme ça. Alors, le livre, là, pour le coup, je sais pas d'où tu sors l'info, parce que pour l'instant, alors, il y a un roman, et alors, rien à voir avec... Enfin, il y a toujours un lien, évidemment, mais parce qu'il y a des transferts, parce qu'il y a des parallèles, etc. Mais pas lié directement au sport de combat, c'est de l'heroic fantasy. D'accord. Et c'est un truc qui me travaillait beaucoup adolescent. J'ai grandi avec les jeux de rôle, Donjons et Dragons. J'avais lu Le Seigneur des Anneaux, les 3 tomes 3 fois quand j'avais 14 ans. Voilà, j'ai beaucoup grandi avec ça, avant même les sports de combat, et c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Et pendant les 2 années où je suis parti dans le sud et où j'avais lâché un petit peu l'affaire au niveau sport de combat, c'est là que j'ai écrit la plus grosse partie. D'accord. Je me suis dit, là, c'est le moment où jamais. J'ai habité sur une péniche sur le canal du Midi, près de Béziers. C'était, voilà, t'as tapé un délire, et je suis parti là-dedans. C'est pas fait pour rester inactif. On est rentré avec mon fils qui était en sport-études là-bas. On a poussé le club, la Free Fight Academy à fond, etc. Et j'ai fini d'écrire le roman pendant le confinement, alors qu'on était à Vitry. Pour la petite histoire, on s'était aménagé un appart dans la Free Fight Academy. Donc, pendant 2 ans, pratiquement, on a vécu là.
Tu vois qu'il y a des gens qui s'entraînaient pendant le confinement. Donc, pour s'entraîner, c'était très bien. Et j'ai fini d'écrire le roman là. Et puis je me suis dit, c'était chouette d'écrire, ça m'a fait du bien, c'était un besoin que j'avais en moi, mais maintenant, je veux essayer de vivre le truc jusqu'au bout. Est-ce que je vais trouver un éditeur? Et voilà, c'est de l'heroic fantasy, donc c'est un domaine très particulier. Donc j'ai envoyé un petit peu à tous les éditeurs qui éditaient dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup qui prenaient plus de bouquins, les soumissions, le service des soumissions était clos, donc on ne pouvait même pas leur proposer. Et j'ai eu une réponse positive. Et là, on est premier bouquin. Moi, j'étais déjà en train de calculer le plan B, je vais mettre en auto-édition, machin, et j'ai eu une réponse positive des éditions Rivière Blanche. Mais alors, du coup, c'est pas du tout parlé parce que c'est pas pour tout de suite. Ça met longtemps à se mettre en place. Il y a des périodes où les éditeurs choisissent de sortir un bouquin. D'accord. Donc, la sortie est prévue pour juillet 2024. D'accord. Wow. Voilà. Et l'avantage, c'est que la vidéo soit sortie. Pas toujours le cas. Qu'on soit dans les temps. Merci beaucoup d'être venu à la bagarre. Ça m'a fait super plaisir. On aura peut-être l'occasion de se revoir très vite pour une autre vidéo. J'espère aussi. Et surtout, on se voit à la rentrée, parce qu'il y a plein de choses qui attendent en dehors de Greg MMA, en dehors du prochain combat contre Ibra, en dehors du Brave qui arrive aussi, ça on en discute. Il y a plein de choses. Sur Ibra, attention, rien n'est signé pour l'instant, c'est un projet. Merci beaucoup. Merci à vous et félicitations pour le travail de fourmi, de recherche de profondeur. Le mec, il a fait 30 ans, il a œuvré pour les sports de combat alors que le même n'existait pas. Et il nous félicite pour ça. Merci à toi, Mathieu, d'être venu. C'est toujours un honneur. Merci. Et merci à vous et à bientôt à la bagarre.